De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci de nous avoir suivis la semaine passée. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Nous recevons pour vous le porte-parole du chef de l'État, monsieur le professeur Kasongo Mwemba Yambayama, avec qui nous allons échanger sur l'actualité du président de la République, son Excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je m'en vais saluer notre participant de ce soir. Professeur, nous vous saluons. Bonsoir. Et nous sommes toujours ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que l'actualité du chef de l'État était mouvementée, il était en déplacement, il y a eu beaucoup d'activités autour du chef de l'État. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons commencer avec le tout premier. Il y a 3 nouveaux magistrats qui ont été nominés par le chef de l'État. Et le chef de l'État, malgré certaines institutions, émettent des réserves, mais le chef de l'État a ordonné au chef du gouvernement, le Premier ministre, le professeur, à pouvoir exécuter la mise en place. Est-ce que le chef de l'État met à côté aussi les avis des autres institutions? Vous, en tant que porte-parole, comment vous pouvez renchérir sur les propos du chef de l'État, sur sa manière à penser sur ce qui doit être fait? Le président de la République s'est exprimé. Il l'a dit, il a reçu d'ailleurs des responsables de notre Parlement. Il a échangé avec eux. Maintenant, bon, s'il y a des réclamations à faire ou des récriminations, je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il faille les faire. Pour le président de la République, les ordonnances qui ont conféré le statut aux nouveaux magistrats, eh bien ces nominations ne sont pas à remettre en cause. Et du reste, si vous suivez un certain nombre de spécialistes du domaine de la Constitution, notamment le professeur Mbata, il est très très clair, l'absence ou la non-présence de quelques personnes à la prestation de serment n'enlève en rien la validité de la prestation de serment. Et certaines langues disent que le professeur Mbata est de la même famille politique du chef de l'État. C'est peut-être qu'il veut tirer le drap de leur côté. Oui, mais quand il explique la Constitution, il ne l'explique pas en tant que membre de l'UDPS, il l'explique en tant que professeur du droit constitutionnel. Et je ne vois pas pourquoi je mettrais ce qu'il dit en doute. D'autant plus que le gouvernement a été, vous l'avez bien dit, instruit pour préparer cette cérémonie de prestation de serment. Je vous signale que c'est le président de la République qui va prendre acte, en tant que magistrat suprême, il prendra acte de cette prestation de serment. Ce ne sont pas les autres institutions. Et alors, à quoi a servi la visite, par exemple, des présidents des 2 chambres? Parce qu'ils voulaient aussi accorder leur violon autour de la question. Donc, leurs avis ne comptent pas aussi par rapport au chef de l'État? Je me demande autour de quelles questions ils devaient harmoniser leur point de vue. Le président de la République a pris une ordonnance. Cette ordonnance est entrée en vigueur. La preuve, les autres hauts magistrats qui avaient été nommés en même temps que ceux qui vont prêter serment bientôt sont déjà en fonction. Ça n'a pas soulevé un tollé. Alors pourquoi spécifiquement ça doit soulever un tollé dès lors qu'il s'agit des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle? Donc là, dans notre magazine Deadline, vous confirmez que le chef de l'État respecte la vision, la lumière de notre Constitution de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est dans cette ligne-là qu'il s'est positionné. Et le président de la République a bien précisé au Conseil des ministres que la prestation de serment de ces hauts magistrats va bien avoir lieu. Est-ce que ça va toujours se dérouler, la prestation de serment? C'est obligatoire que cela soit fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou bien on peut le localiser? Mais ça s'est déjà passé. On a déjà fait des cérémonies de prestation de serment au Palais de la Nation. Donc, le lieu importe peu, en fait. Mais je pense que la présence
du chef de l'État, la présence de l'Assemblée, la présence du Parlement et du Sénat font partie de ce que prévoit le protocole. Mais nulle part il n'est dit que si ils ne sont pas là, que la prestation de serment est nulle. Donc il y a un message caché que monsieur le porte-parole est en train de faire passer aux téléspectateurs. Donc qu'il soit là ou pas, ça aura lieu. En tout cas, si la question se posait, je vous renvoie encore une fois au constitutionnaliste André Mbata, qui vous dit que ça ne peut pas être frappé de nullité. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous recevons pour vous monsieur le porte-parole du chef de l'État de la République démocratique du Congo, le professeur Kasongo Mwemba Yamba. C'est avec lui que nous échangeons sur l'actualité du chef de l'État. Vous le savez, cette semaine et la semaine passée a été très mouvementée. Le chef de l'État avait des activités intenses et ce soir, nous sommes en train de revoir cela. Avec votre permission, monsieur le porte-parole, vous le savez, il y a une partie de la RDC qui fait des clameurs de l'écho Minembwe, Minembwe, Minembwe. Le chef de l'État a suspendu la mise en place du bourgmestre de ce coin du pays, mais d'aucuns pensent que cela devait être suivi d'une décision écrite. Est-ce que le chef de l'État prend cette direction-là, ou bien c'est juste en parole, je suspends, ou bien il y aura des actes qui vont suivre? Le président de la République a donc dit qu'il annulait cette cérémonie, mais il a ajouté qu'il va mettre en place une commission composée d'experts non originaires du coin. Ceux-là vont maintenant, il y aura des experts de différents domaines scientifiques pour pouvoir véritablement comprendre cette situation et déterminer la localité ou la commune, quelles seront ses frontières, puisque beaucoup de spécialistes du coin nous disent que la commune rurale de Minembwe a pris des portions d'autres territoires qui existent déjà. Or, en érigeant ces structures en communes rurales, il ne faudrait pas qu'on puisse aller énerver les prérogatives de certains chefs coutumiers traditionnels. On ne gagnerait rien, sinon peut-être des remues ménages inutiles. Donc, ces spécialistes-là vont aller nous déterminer quelles sont les limites et voir si effectivement Minembwe, la commune, remplit les conditions pour pouvoir être érigée en commune rurale. Et donc, une fois que ce travail aura été fait, les experts vont ramener les choses sur la table et le processus va certainement reprendre pour qu'on prenne en compte ce que les spécialistes auront apporté comme correctif. J'utiliserai le mot correctif à ce qui avait été fait à dessein ou par hasard, je n'en sais rien. Monsieur le porte-parole, lorsque le chef de l'État séjournait à l'étranger, en Europe, il était devant ses compatriotes, il a dit clairement que les Banyamulenge sont des Congolais. C'était à Londres. À Londres, je pense que vous étiez même dans la salle. J'étais dans la salle. Malgré certains tollés, mais lui en tant que visionnaire, il savait pourquoi il confirmait cela. Maintenant, Minembwe, est-ce que quelque part le chef de l'État ne fait pas un retour en arrière par rapport à cette situation de Minembwe pour dire que c'est plus des Banyamulenge qui poseraient des problèmes à ce coin-là? C'est la raison pour laquelle nous suspendons. Parce que le bourgmestre est ressortissant Munyamulenge. Mais son adjoint n'est pas Munyamulenge, il est plutôt, je crois, Mubembe. Donc, non, je ne crois pas que ce soit effectivement le cas. Le président de la République veut véritablement que ce coin du pays, que l'Est du pays, vive dans la paix, vive dans le calme. Lorsqu'il dit à Londres que les Banyamulenge sont des Congolais, il y a eu effectivement, comme vous l'avez dit, des tollés. Mais la question de la nationalité de ces frères-là,
ne se pose plus. Cette question a déjà été réglée. Aujourd'hui, si j'ai bien compris la situation, parce qu'elle est assez complexe, hein. Très complexe. Si j'ai bien compris la situation actuelle, c'est que les autres tribus, les Bafuliro, les Babembe, ont l'impression que les Banyamulenge qui se sont installés là, c'est vrai, de façon plus récente que les autres ethnies, cherchent maintenant à prendre, des propriétés en termes de terre. Et vous savez que dans notre pays, la question de la terre, surtout dans les milieux ruraux, les milieux comme cela, ben, c'est une question qui est très très délicate. On ne peut pas venir comme ça tout d'un coup, on bouscule ceux qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et puis leur dire maintenant c'est nous qui nous mettons ici. Donc cette question-là doit être traitée avec la plus grande délicatesse. Et donc quand le président dit que les Banyamulenge sont des Congolais, il est tout à fait dans la droite ligne de ce qui s'est déjà fait jusque-là. D'ailleurs, ils avaient acquis la nationalité congolaise avant même que le président de la République n'arrive au pouvoir. Donc, cette question, effectivement, ne se pose pas. Mais ce que les gens doivent aussi comprendre, la victimisation de nos amis Banyamulenge, de nos frères, de nos compatriotes, a touché, et d'ailleurs ils le font souvent à dessein, a touché un certain nombre de structures internationales. Vous croyez que c'est par hasard que l'ambassadeur des États-Unis était à Minembwe? Vous croyez que c'est par hasard que le représentant des Nations Unies était à Minembwe? Non. Parce qu'en fait, lorsque les gens vous disent « on nous chasse, nous sommes en danger là où nous vivons », les Nations Unies, la communauté internationale vole au secours de ces minorités-là. Mais le président dit « écoutez, ce sont des Congolais. À eux maintenant de prouver véritablement que lorsqu'il y a un danger contre le Congo, qu'ils se lèvent comme les autres Congolais pour se battre et défendre le Congo. » Je crois qu'il est tout à fait dans son droit. Maintenant, c'est aux compatriotes Banyamulenge de montrer véritablement qu'ils sont Congolais. La question est réglée pour le président de la République. Maintenant, c'est aux amis de véritablement s'intégrer dans les communautés. On ne va pas vivre en autarcie au milieu d'autres communautés qui, elles, vivent et se comportent véritablement en patriotes congolais. Toute la question, elle est là. La question de la nationalité ne se pose plus. Donc aujourd'hui, si les amis, les compatriotes Banyamulenge vont dire ailleurs, on nous menace au Congo, on va leur dire, mais attendez, le premier magistrat du pays a déclaré haut et fort que vous êtes des Congolais. Maintenant, dites-moi en quoi est-ce qu'on vous dénie cette nationalité-là pour qu'on puisse venir à votre secours. Donc il a coupé l'herbe sous les pieds de tous ceux qui vont aller dire partout, on n'est pas bien accueillis au Congo. Nous allons revenir par rapport à l'ordre de mission parce que les téléspectateurs veulent comprendre comment le ministre de la décentralisation s'est retrouvé là-bas. Avant de poser un acte, tout ministre au sein du gouvernement, ils doivent avoir l'autorisation de l'autorité suprême ou bien du chef du gouvernement aussi. Du chef du gouvernement aussi, mais avec aussi, nous pensons qu'il y a aussi l'avis du chef de l'État parce qu'il ne peut pas aller où tu veux, qui veut, sans avis du chef de l'État quand vous engagez la nation. Le chef de l'État, monsieur le porte-parole, est-ce qu'il tient à la mise en place de la décentralisation comme prévu? Est-ce qu'il tient à cela? Mais la décentralisation ne concerne pas que Minembwe. La décentralisation, elle concerne... Parce qu'il y a certains qui pensent que le bourgmestre était déjà en fonction, comme l'a expliqué sur certains plateaux Maître Azarias Rouberoy, que le bourgmestre était déjà en fonction. Qui l'a installé? Je reprends les propos de Maître Azarias, il dit que ça fonctionnait déjà, il posait des actes administratifs. Maintenant, on voudrait savoir, par cet acte de pouvoir annuler ce qui a été fait, est-ce que le chef de l'État ne remet pas en cause la mise en place de la décentralisation? Juste une question au porte-parole du chef de l'État pour nous expliquer
si le président tient et que ça, ce n'est que une exception. Le président de la République tient à ce qu'effectivement la décentralisation fonctionne. Mais elle doit fonctionner partout, pas seulement à Minembwe. Pourquoi Minembwe? Pourquoi pas d'autres coins? Ah, si Minembwe a déjà avancé... Avancé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui a... D'abord, Parce qu'il y a des mariages qui se réalisent là-bas, il y a des naissances, les enfants sont notifiés auprès du bourgmestre, auprès, je peux dire, de la commune de Minembwe, mais on voudrait comprendre si ça va toujours dans la droite ligne ou bien le chef de l'État dit que là, c'est un cas exceptionnel. Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Manifestement, à Minembwe, il y a un problème. Que faut-il faire? Il dit, stoppons la machine, voyons ce qui doit être rectifié, puisqu'il y a manifestement eu des malfaçons. Il y a eu des actes posés qui sont anticonstitutionnels. Le président de la République dit, on stoppe, on regarde ce qui n'est pas constitutionnel, on voit comment on peut remettre les choses en ordre, et puis on repart. Et puis on repart. C'est ce que le président de la République a voulu faire. Maintenant, que certaines personnes, ça ne leur plaise pas, que je comprends parfaitement bien. Maintenant, nous revenons à l'ordre de mission. Le ministre de la Je n'ai jamais vu cet ordre de mission. Le ministre de la décentralisation dit qu'il avait l'ordre de mission peut-être émis par le Premier ministre. Mais est-ce que le chef de l'État est informé des actes posés par son gouvernement? Bon, je voudrais dire, parce que c'est le gouvernement exécute la politique du chef de l'État. Oui. Est-ce que le chef de l'État est informé ou suit de près les actions menées par les ministres de son gouvernement? Et si oui, comment on peut expliquer, pour certains, une bourde, pour d'autres, une largesse? Puisque vous vous intéressez particulièrement à l'ordre de mission, cet ordre de mission, puisque Maître Azarias Rouberois en a parlé dans les émissions que vous avez suivies, il a dit quel était l'objet de cet ordre de mission. C'était d'aller installer un bourgmestre, où il était de ce côté-là, dans le cadre de la caravane de la paix. Et puis lui-même dit qu'il n'a pas installé. Quel est l'intitulé? Quel est l'intitulé de l'ordre de mission? À ma connaissance, il s'est trouvé là-bas dans le cadre de la caravane de la paix. Comment tout d'un coup la caravane de la paix se transforme en une caravane qui va aller provoquer du désordre? Parce que le tollé qui a été soulevé par la question de Minembwe, il est national. C'est pratiquement à l'unanimité que les Congolais se sont soulevés contre cette façon de faire. Il insiste beaucoup sur l'ordre de mission, mais qu'il dise ce que dit l'ordre de mission. C'était pour aller participer à la caravane de la paix ou pour aller installer un bourgmestre. En pareille situation, est-ce que le chef de l'État peut redresser ou sanctionner un ministre qui s'écarte de ses prérogatives? Parce que vous avez parlé de la caravane de paix, c'était la caravane de paix et là, ça se transforme en une installation. Qu'est-ce qu'en pense le chef de l'État? Parce que il y a un chef sa population est en train de dire quelque part le président n'a pas la même mise sur son gouvernement. Les gens ne suivent pas ses directives et la population craint. Il y a un Premier ministre, chef du gouvernement. C'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que certaines langues disent que la présence de l'ambassadeur des États-Unis, représentant des Nations Unies, ministre de la décentralisation et certains collaborateurs qui étaient là sur place dénotent aussi que le chef de l'État était au courant parce qu'il a tous ses services d'intelligence administrative, politique, des antennes. Vous vous attendez à ce que je contredise le chef de l'État? C'est juste une question pour comprendre. Mais je vous réponds par une question. Vous vous attendez à ce que le porte-parole... pose des questions. Vous vous attendez à ce que le porte-parole du chef de l'État contredise le chef de l'État? Non, vous n'allez pas contredire, vous rapportez la parole du chef de l'État.
Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous Monsieur le professeur Kasongo Mwemba Yamba Yamba. Nous sommes en train de parler de l'actualité du chef de l'État, le président de la République, à travers plusieurs questionnements. Vous le savez, la question de Minembwe a déchaîné les passions, fait couler beaucoup d'encre et salive. Et là, le porte-parole du chef de l'État relaie la parole du chef de l'État. Monsieur le porte-parole, j'aime bien poser cette question, hein, parce que vous êtes aussi enseignant. Il y a eu la rentrée scolaire. Hein. Quel a été, comment je peux dire, quel a été le constat du chef de l'État? Est-ce que selon lui, la rentrée se présente bien, les choses marchent, ou bien il y a des choses qu'on doit recadrer? La rentrée a eu lieu, tout le monde l'a suivi. Maintenant, la reprise effective des enseignements donne l'impression, dans certains, et ce n'est même pas une surprise, puisque ces établissements d'enseignement scolaire s'étaient déjà illustrés par des mouvements de grève larvée dès l'annonce de la mise en route de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. On s'attendait effectivement à ce que cette rentrée scolaire puisse véritablement reprendre, même si ça et là, elle a rencontré un certain nombre de freins qui continuent d'ailleurs jusqu'à présent, notamment dans certaines écoles des réseaux conventionnés. Mais je crois que le ministre concerné est en constant dialogue avec le secteur concerné, les personnels qui sont concernés par la question qu'ils ont posée. Et je crois qu'on va finir par y arriver, d'autant plus que je crois que là, vous l'avez suivi également dans les médias, la première partie des fonds qui ont été alloués par les instances internationales pour aider à la mise en place de cette gratuité de l'enseignement va être bientôt disponible. À ma connaissance, il était seulement une question technique, je crois, de trouver une banque commerciale où loger les fonds. Donc déjà, ça va donner du grain à moudre, ça va donner un petit peu d'oxygène pour cette... vous savez, c'est une première. Une première, ça ne roule pas comme sur des roulettes. Vous savez... Peut-être parce qu'elle a été peut-être surenchérée ou mal évaluée, peut-être. Mal évaluée, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'elle a été mal évaluée. Je ne sais pas si vous savez combien d'argent il fallait pour, comment dire, compenser ce que les structures de l'enseignement primaire percevaient auprès des parents. Je lisais d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, dans les journaux locaux, un certain nombre d'exemples que l'on donne par rapport notamment à la paye des nouvelles unités. Oui, oui. On vous dit par exemple que vous avez des institutions d'enseignement primaire et secondaire où il y a des nouvelles unités qui ne sont pas encore mécanisés, donc ils ne sont pas encore payés. Certains établissements demandent aux parents de contribuer volontairement. Les parents contribuent volontairement. Cet argent s'arrête au niveau de ceux qui le perçoivent. L'enseignant continue d'enseigner. Il ne perçoit pas cette quotité que les parents viennent donner. Ça va ailleurs et l'enseignant doit continuer à enseigner bénévolement, gratuitement, alors qu'il y a des parents qui contribuent à alléger leurs difficultés, leurs souffrances. Donc, c'est quelque part, il y a comme une sorte de business qui s'est créé autour de ces contributions de parents, etc. Alors, quand on vous arrache ça, il faut comprendre que... Enfin, il ne faut pas être sorcier pour comprendre pourquoi ça les énerve. Et c'est normal.
que quelqu'un qui soit énervé perde plus ou moins ses moyens, et donc on recourt facilement à la grève. Maintenant, j'aimerais quand même, c'est vrai que les enseignants doivent être payés, je suis moi-même enseignant. Les enseignants doivent être payés. L'État fournit des efforts, et il le voit, même les nouvelles unités, les toutes premières, je crois, viennent d'être payées. Mais attendez, cet effort-là, on ne peut pas le remarquer. Tout va s'arranger comme ça, d'un coup de baguette magique. Moi, je crois qu'il y a des négociations qui sont en cours avec le ministère concerné, avec les syndicats concernés, pour qu'on trouve rapidement une solution à cela. Mais les choses ne se mettent pas en route comme par une baguette magique. Et ça, je crois que ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Cette affaire-là de contribution des parents, ça a constitué un véritable marché à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour eux de se dire, de lâcher le morceau, comme on dit. C'est la raison pour laquelle certaines langues disent qu'il vous reste à peu près 40 conseils de ministres. Oh, ce n'est pas certaines langues, hein, ce sont des langues très connues qui l'ont dit. Qu'est-ce que le chef de l'État en pense lorsqu'il entend, par exemple, 40 conseils de ministres? C'est de la communication, hein, tout est communication. Oui, c'est de la communication. Et lui, comme il s'est bien calculé, en tout cas mieux que ceux qui l'ont fait, il sait que ce n'est pas 40 conseils des ministres. Même s'il ne restait que 40 mois, ça ferait quand même 4 conseils de ministres par mois. Ce n'est pas cette réponse à ce qu'il disait que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Un homme normal ne pourra pas faire. C'est la raison pour laquelle... Non, ça n'a rien à voir. Parce que lui aussi, il a titillé quelque part, monsieur porte-parole. Ça n'a rien... Attendez. Un homme normal ne pourrait pas faire plus de 2 mandats. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la journée d'un chef d'État. Il pouvait garder cela en soi-même, n'est pas aussi exposé peut-être. Non, le président avait dit, humainement, c'est difficile d'enchaîner 2 mandats. Humainement, c'est difficile, mais il n'a pas dit que c'était impossible. Il a dit que c'est difficile. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous faites le lien avec les 40 conseils des ministres. Déjà, ce n'est pas 40 conseils des ministres, c'est beaucoup plus que ça. Et donc vous avez entendu, le chef de l'État a entendu. Attendez, il n'est pas sur la planète Mars, le chef de l'État, il est bien ici au Congo. Et il reçoit tous les jours, il discute avec des gens de son parti, avec les gens d'autres partis politiques, les institutions, mais il reçoit beaucoup d'informations. Et donc, il a entendu, voilà, il n'y a pas à répondre. Est-ce que les relations sont au bout fixe, vraiment? Il n'y a pas à répondre. Mais en tout cas, ils ne sont pas à couteau tiré, hein, ça c'est clair. Ils ne sont pas à couteau tiré, les relations entre les partis qui composent la coalition, il y a même une structure qui se réunit régulièrement pour voir s'il faut réajuster ou pas. Ils ne sont pas à couteau tiré, ça au moins je peux vous le garantir. Voilà. Nous repartons pour l'Est de la RDC. Là, vous marquez un point, hein. Le chef de l'État a tenu sa promesse. Il est allé à l'Est, Goma, il a circulé, il était à l'aise. Ce n'est pas la seule promesse qu'il a tenue. Hein. Continuons quand même. Donc, il est allé et il a dit qu'il promettait de s'y établir. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs le but de la visite du chef de l'État dans cette partie du pays? C'est très simple, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Et là, on va rebondir avec certaines questions. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le président de la République tient à ce que l'Est de la République démocratique du Congo puisse vivre en paix. Parce que si on veut développer le pays, on ne veut pas développer un pays où il y a régulièrement des troubles, des guerres, des massacres, etc. Et donc, c'est un sujet de préoccupation majeur pour le président de la République. Vous savez, on ne vit pas les réalités de la même manière à Kinshasa et si vous êtes dans une province. Vous ne vivez pas les réalités de la même manière. Le président de la République a séjourné à Goma, il a reçu pratiquement tout le monde.
Et chacun est venu lui parler. Le président de la République a écouté. Il s'est fait expliquer un certain nombre de choses et je peux vous garantir que lui-même a dit qu'il comprend mieux la situation. Il cerne mieux la donne. Et donc à partir du moment où il cerne mieux la donne, il sait comment maintenant ajuster la réponse qu'il faut donner à cette problématique. Je prends juste un exemple. Les groupes armés qui ont essaimé ça et là, ces groupes armés étaient devenus pratiquement des tremplins. Vous créez votre groupe armé, vous vous bombardez général, en bout de compte, vous déposez les armes, vous bénéficiez du mécanisme de désarmement, etc. Et puis, réinsérer. Réinsérer où? Dans l'armée nationale. Mais vous entrez avec votre grade de général que vous avez acquis, on ne sait pas comment. Donc, c'était devenu comme une sorte de tremplin, comme je l'ai dit, pour accéder à des grades. Même à des fonctions politiques. Exactement. Donc, le président a dit stop. Nous allons faire, certes, de la démobilisation, du désarmement, de la réinsertion, mais il ajoute, mais de la réinsertion communautaire. C'est-à-dire que maintenant, les communautés dans lesquelles vous revenez, c'est elles qui vont maintenant vous réintégrer. Puisque vous avez fait une rupture avec elles pour aller faire ce que vous avez fait, là maintenant vous revenez, c'est la réinsertion communautaire. Il y a déjà, pour démarrer, de l'argent qui peut être utilisé tout de suite, il y a 50 millions qui sont disponibles, pour pouvoir effectivement rendre cette réinsertion réelle. Parce que vous avez des personnes qui quittent la brousse, qui viennent dans les centres extra-coutumiers ou carrément dans les villes, et ils se rendent compte après qu'on ne sait pas les prendre en charge pour leur nourriture, pour leur logement. Le président a visité un camp de réinsertion. Il a rencontré même les jeunes où il a fait l'appel à quitter les groupes armés. Oui, exactement. Mais quand vous voyez les conditions, ce n'est pas des conditions très... comment dirais-je, des conditions qui vous incitent à y aller. Au contraire, ce sont des conditions qui vous poussent à rentrer là où vous êtes. Le président a dit non. La communauté va être intéressée par ce que vous allez faire une fois. Donc, parce que ça, il a compris en étant sur place. Mais Goma aujourd'hui, c'est pratiquement la plaque tournante autour du nord et de l'est de notre pays. Les troupes de la MONUSCO ont leur quartier général de ce côté-là. Quand vous prenez les ONG, les principales ONG qui travaillent dans le coin, dans l'humanitaire, etc., mais leur quartier général se trouve à Goma. Et puis, si vous voulez par exemple aller en Ituri, c'est plus facile de partir de Goma que de partir de Kinshasa. Donc, pour un certain nombre de raisons, dont celle-là, mais en plus, pour être proche de cette population qui lui a réservé un accueil, mais exceptionnel. Ben, le président s'attend à ce qu'il soit bien reçu partout dans son pays. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on a agité des chiffons avant. J'ai eu la chance de précéder le président pour la première expédition. Il était question qu'il s'y rende. Nous sommes partis avant en éclaireur et nous avons palpé le terrain. Nous avons été partout. Bon, à part dans quelques états-majors politiques où on essayait de mettre des épouvantails, s'il vient ici, il doit venir avec... ils doivent venir... On a dit non, attendez, nous étions là. Ce que vous revendiquez là, on ne l'a pas entendu. Ou peut-être que nous avions les oreilles bouchées. Mais bon, mais la réalité nous a donné raison. Le président de la République a été reçu comme jamais dans ce coin-là. C'est vrai, les dernières fois où il avait été, c'était en tant que candidat. Et cette fois-ci, il y est allé en tant que président de la République. Et je peux vous dire que même moi qui suivais ça à la télévision, mais j'ai été
transporter, c'est pas possible. C'était vraiment un accueil exceptionnel. Le mini-sommet de Goma, Oui. elle a eu lieu en virtuel. Même s'il s'était fait à Kinshasa, ça aurait été aussi en virtuel. Mais avant, bien avant, c'était en présentiel. On va pas. Oui, naturellement, mais écoutez, la première raison, elle a été donnée, je pense que personne n'a triché là-dessus, c'est la Covid. Vous savez, les chiffres que nous publions là, autant de ceci, etc., mais les autres pays suivent. Et quand ils vous disent, ah, attention, ça se relâche un peu, etc., et vous voulez que nous allions là-bas? Ah, donc, la raison, et elle est essentielle, c'est la Covid. Mais si quelqu'un qui est invité dit « je ne viens pas chez vous parce qu'il y a la Covid », vous n'allez pas le forcer à venir. Professeur. Vous n'allez pas le forcer à venir, mais vous allez mettre les conditions, et la technologie aujourd'hui nous le permet. Vous allez mettre les conditions en place pour que vous puissiez discuter. Regardez, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, mais il a dit quelque chose d'extraordinaire hier. Il dit, il y a de bonnes nouvelles qui nous viennent d'Afrique. Ce sommet que le président de la République démocratique du Congo vient d'organiser avec ses collègues, avec ses... Qu'est-ce que la RDC gagne, et surtout l'Est de la RDC? Mais attendez, où est-ce que ça chauffe en RDC? Principalement. C'est dans l'Est. Quelles sont les résolutions qui font qu'aujourd'hui, bon, Marc Pompeo est content? Quelles sont les résolutions où les populations de Goma, Bukavu, de l'Est de la RDC peuvent se dire aussi, nous sommes contents. Il n'y aura plus de morts, plus de têtes écorchées. Il ne faut pas non plus, faut pas non plus rêver. Hein. Les chefs d'État des pays voisins, avec la participation de l'Angola, discutent. L'Angola, vous savez qu'il a déjà participé à plusieurs sommets, ou quadripartites, pour essayer de rabibocher un certain nombre de pays qui ne s'entendent pas très bien. Donc aujourd'hui, le premier gain, c'est déjà d'abord de se parler, se dire un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est peut-être mieux, ça passe peut-être beaucoup mieux lorsque vous êtes en face à face, mais là, avec la Covid, c'était la première opportunité, ils se sont parlé, ils se sont échangés. On a dit effectivement que le Burundi a boycotté ou il ne voulait pas, mais le Burundi était le premier à féliciter ce qui s'est passé. Et il s'est investi. Le président burundais avait donné les raisons. Et puis vous savez très bien qu'il vient à peine d'entrer au pouvoir et il a, je peux vous garantir, beaucoup de choses à régler en interne. C'est pour ça que lui sollicite avant tout un face-à-face. Congo, RDC, Burundi. Bon, la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État s'est déplacée. Je crois qu'elle a obtenu du président de la République burundaise un certain nombre d'éléments et qu'elle-même a pu lui amener les réponses du chef de l'État. Je crois que ce sont des choses qui vont se mettre en place de façon diplomatique, mais ça, je ne peux pas vous en parler ici. Mais l'essentiel à retenir, c'est qu'ils ont repris langue, nos dirigeants. Et ça, c'est important, parce que ce qui se passe chez nous, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, qui est venu de nos voisins, de certains, pas tous, de nos voisins. Donc aujourd'hui, on ne peut pas régler cette question si les voisins ne s'impliquent pas. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et je crois que lorsque Mike Pompeo dit que enfin de bonnes nouvelles remontent d'Afrique, et je crois que pour lui et pour les États-Unis, c'est un gros soulagement que ce sommet-là ait pu se tenir, même virtuellement. On est content avec les compliments, mais pas content avec les reproches de foi, les remarques. Mais écoutez, même dans le foyer, il y a toujours des observations, des remarques, même parfois des gifles qui vous échappent. Bon, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se remettre de nouveau ensemble, discuter et essayer d'aller dans la même voie. Qu'il y ait des reproches, qu'il y ait des remarques, mais nous n'avons pas de reproches à faire aux autres, à ceux qui sont nos voisins. Nous n'avons pas de reproches à faire aux Occidentaux, vraiment. Mais on emploie les voies diplomatiques. C'est pour ça que la diplomatie existe. On ne va pas sur la place publique, on commence à crier, dire ceci, etc. Bon.
il y a les voies diplomatiques. Professeur, nous arrivons au point de presse réalisé par le chef de l'État. Est-ce qu'il a convaincu? Et surtout cette partie du coin, nos collègues de l'Est étaient contents de voir le chef de l'État, garant de la nation, garant des bons fonctionnements, et surtout les questions qui sont revenues sécuritaires, la paix, et d'autres journalistes qui sont inquiétés dans ce coin du pays. Est-ce qu'il a convaincu? Moi je dis, les journalistes qui étaient là, déjà c'était un reproche qu'on fait souvent au président de la République, il accorde plus d'entretien aux médias pas faux, extérieurs. Mais avant, il était, je ne veux pas dire ami, mais il était tout le temps avec... Bon, tout le temps, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des fois que j'ai pas comptabilisé, mais quand vous dites tout le temps, c'est une exagération. On avait une bonne collaboration. Non, le président a tenu à ce que la presse, et je dis ma foi, tant mieux, la presse de la province et des provinces environnantes puisse échanger avec lui. A-t-il convaincu? En tout cas, j'ai discuté avec les amis des médias, ils étaient satisfaits. Satisfaits déjà que le chef de l'État ait tenu à discuter avec eux. Satisfaits qu'il ait pu faire certaines annonces à partir de chez eux. Parce que quand il leur dit que je vais venir résider ici pendant quelque temps, je ne sais pas combien de temps, mais je vais venir résider ici pour mieux m'imprégner et mieux agir à partir de chez vous. Ce sont des annonces, qui sont quand même des annonces assez fortes. Le chef de l'État a abordé plusieurs thèmes. L'essentiel, c'est de donner l'information. Maintenant, la personne à qui vous donnez les informations les reçoit, vérifie si effectivement ces informations correspondent à la réalité qu'il vit et il en tire des conséquences. Il se fait sa conviction, il se fait sa religion, ou il dit mais ici, je crois qu'il va falloir refaire la copie. Le but de l'exercice, ce n'était pas tant de convaincre à tout prix, c'était de donner des informations, de donner des explications, surtout à ces journalistes qui sont quand même des faiseurs d'opinion et qui vont les relayer auprès de leurs auditeurs, de leurs lecteurs, de leurs téléspectateurs, pour dire voici ce que le chef de l'État nous a dit, voici comment lui envisage le lendemain pour notre territoire, pour notre province, pour l'Est de notre pays. Et la question de subventionner la presse, le président a été catégorique, il dit que lui, il pense mieux proposer, mettre en place des structures pour donner des crédits. Est-ce que dans d'autres cieux, on ne subventionne pas la presse? Est-ce que c'est un péché? Vous aussi, en tant que journaliste et enseignant des journalistes, est-ce que là, quelque part, le chef de l'État n'a pas un peu titubé? Non, titubé pourquoi? Au contraire, il a même donné une ouverture que je trouve excellente. Trouver les moyens pour que les médias se prennent en charge. Aujourd'hui, si un média se veut indépendant, mais qu'il dépend de celui qui le subventionne, celui qui lui fournit de l'argent, qui paye ses agents, quelle indépendance va-t-il avoir? On dit en français, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc à partir du moment où moi, je donne de l'argent à un journaliste, je ne le vois pas allant dire des vérités sur moi, surtout lorsqu'elles sont gênantes pour moi. Est-ce que subventionner, c'est donner de l'argent nécessairement? Mais attendez... C'est une structure, c'est une rubrique qui existe, l'État budgétisée, un quota qui va dans une structure où il y a la clé de répartition entre ces structures. On ne voit pas là où on donne. Vous savez, vous parlez à un ancien journaliste et un enseignant des journalistes. Oui, oui. Dans les médias ici, ils connaissent bien la fameuse cagnotte que le président Laurent Désiré Kabila avait donnée aux médias. On sait ce que c'est devenu et on sait la pagaille que ça a semé. Non, je crois que le président a très bien abordé la question. C'est une réflexion. Lui, il pense que maintenant, aux médias, qui ont des structures qui existent, l'UNPC, l'association des éditeurs, etc. Mais
sollicitez vos spécialistes, préparez un certain nombre de pistes, soumettez-les au président de la République. C'était là qu'il renvoyait les journalistes, qu'ils puissent encore aller cogiter. Mais exactement. Mais c'est eux qui sont concernés. Même pas, on peut dire que ce n'est même pas une réponse. Alors. Mais c'est une réponse. Il vous dit, moi je veux bien qu'on ait ces histoires de subventions, mais ça vous rattache à celui qui vous donne les moyens. Je veux réfléchir. C'est comme subventionner la santé, subventionner d'autres secteurs. Oui, mais attendez, quand vous dites subventionner la santé, oui. Parce que tout le monde a droit à l'information. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous subventionnez la santé, vous subventionnez quoi, les hôpitaux privés? Non, vous subventionnez les hôpitaux publics. Ici, les structures publiques d'information sont déjà subventionnées. Donc lorsque les journalistes demandent, c'est en fait une aide, parce que l'impression, ça coûte cher, parce que l'achat des émetteurs, parce que tout est produit à l'extérieur, ça coûte très cher. Le président ne refuse pas de tendre la main, d'intervenir. Mais il dit, réfléchissons ensemble à la forme de cette intervention. Je peux plaider pour que vous puissiez obtenir des crédits, par exemple. Ces crédits-là, vous allez les rembourser. Donc ce n'est pas un don. Professeur Kasongo Mbayamba, monsieur le porte-parole du chef de l'État, c'est déjà la fin de notre entretien. Est-ce que le chef de l'État tient le bon bout dans la gestion de la République démocratique du Congo? 3 ans après pour certains, 2 ans et quelques mois pour d'autres. Déjà 2 ans. 3 ans. 2 ans et quelques mois, là. 3 ans à peu près. Alors je ne sais pas très bien compter. Il me semblait que c'était beaucoup moins que ça. Bon, est-ce qu'il tient le bon bout? Il tient le bon bout. Corruption, insécurité. Mais on dirait la majorité n'est pas entre ses mains auprès du Parlement. Le régime semi-présidentiel ne marche pas. On sent qu'il y a des couacs. Est-ce qu'il tient le bon bout, monsieur le porte-parole du chef de l'État? À vous entendre, c'est comme si l'insécurité, c'est comme si les questions de chômage, les questions de santé, ça vient avec lui. Non. Il assure la continuité de l'État. Je suis d'accord avec vous. Il assure la continuité. Vous avez vu l'effort qui a été fourni pour lutter contre la Covid-19. Les plateaux techniques de nos hôpitaux. Avec l'accompagnement d'autres structures internationales, bien évidemment. Mais attends, l'accompagnement des structures internationales, c'est-à-dire quoi? On a bénéficié Ils vont changer les lits d'hôpitaux, là? Ils ont engagé des médecins? Non. Nous avons fonctionné avec ce qui existe. Et malheureusement, ce qui existe est insignifiant. Ça, il faut l'avoir en tête. Le président de la République, même s'il avait eu des milliards, il ne pouvait pas, en ce temps ici, tout régler. C'est impossible. Mais on a fait les efforts nécessaires. Si vous regardez le nombre de morts déclarés et le nombre de personnes atteintes et de personnes guéries dans notre pays, je pense que, et même à l'extérieur, l'OMS l'a déclaré, la République démocratique du Congo est parmi les pays africains qui ont le mieux vécu face à cette pandémie. Je peux aller dans les structures d'enseignement. Tout est à refaire, ou presque. Donc, prenez quand même le temps d'être un petit peu indulgent et de vous dire, est-ce qu'on fournit les efforts nécessaires? Parce que pratiquement au Congo, et cela malheureusement depuis des années, tout est prioritaire. Tout. Il le savait quand il prenait le pouvoir. Oui, il savait. Maintenant, il faut choisir les priorités. Il savait ce qu'il achetait. Mais tout à fait. Ce qu'il faisait quoi? Ce qu'il achetait, en d'autres termes. Bon, il savait quelle marchandise il prenait. D'accord. Mais maintenant, ces priorités-là, il faut maintenant commencer à choisir. Parce que tout est prioritaire. Le manger du Congolais est prioritaire, la santé du Congolais est prioritaire, l'instruction du Congolais. Par où commencer? Est-ce qu'il tient le bon bout? Je dis en tout cas, il s'en tire pas mal. Et je dirais même, il s'en tire bien. Parce que jusque-là, même les institutions, on a beau dire que c'est clopin-clopant, mais les institutions fonctionnent. Les institutions fonctionnent. Les institutions fonctionnent. Et d'ailleurs, à ce sujet, il fallait lui donner la majorité. Bon,
on ne lui a pas donné la majorité, donc on ne va pas se plaindre aujourd'hui qu'il soit bloqué le peuple ne peut pas se plaindre parce qu'il n'a pas donné la majorité, c'est ça? Qu'il soit bloqué par cette même majorité qu'on a donnée à d'autres structures. Moi, je pense que le président de la République est sur la bonne voie. Il faut simplement que maintenant, véritablement, on puisse mobiliser des recettes. Véritablement, c'est l'autre grande faiblesse, mais elle tient de ce que nous avons pu rencontrer. Aujourd'hui, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, est en train de faire un travail extraordinaire. Et quelque part, on se pose la question, que fait la Cour de compte? Ça sera dans d'autres programmes télévisés. Mais écoutez, nous en discuterons volontiers, encore que je ne sois pas le porte-parole de ces structures-là. Mais je constate que l'IGF, que le président de la République a dépoussiéré, a requinqué, a mis en place, eh bien, cette structure est en train de produire des effets. Si nous avons suffisamment de recettes mobilisées, ces recettes-là, on peut maintenant les distribuer. Vous allez distribuer une richesse que vous n'avez pas. Oh, nous sommes un grand pays. Par contre, les autres, un grand pays minier. Il vous reste 40 conseils de ministres. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai déjà répondu. Nous nous vantons d'être un grand pays minier. Mais toutes les entreprises minières sont des entreprises étrangères. Les 40% qu'ils doivent à l'État ne rentrent jamais. Et vous voulez qu'on prenne l'argent où? Donc, tout cela, il faut que maintenant les structures qui sont chargées de ramener l'argent dans l'assiette nationale, qu'elles fonctionnent réellement. Parce qu'il y a un débat sur lequel nous n'avons peut-être pas insisté, la lutte contre la corruption, c'est véritablement une gangrène. Et ça, si vous avez le temps une autre fois, on pourra bien en discuter, mais le président tient. Et cette lutte-là, c'est une des clés pour la réussite de son programme. L'une des clés pour la réussite du programme du chef de l'État, nous avons reçu pour vous le professeur Kasongo Mwemba Yamba. Monsieur le porte-parole du chef de l'État, vous l'avez entendu. Merci, professeur. C'est à moi de vous remercier. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous dans toutes nos plateformes de rediffusion ainsi que sur le numérique. Que Dieu vous bénisse.